Donc, on est au sixième pasouk du Eshet Raïl et on aborde cette phrase-là. Elle cherche de la laine et du lin et accomplit sa besogne d'une main diligente. Bon, déjà, bon, on imagine toutes les mamies, d'accord? Je ne sais pas pour vous, mais je me souviens en tout cas de Mamie Georgette et de Tata Nelly. Tata Colette, je ne l'ai jamais vue avec un ouvrage entre les mains, mais en revanche, j'ai encore dans la boîte à couture de ma mère un coussin pour les aiguilles qu'on avait fait chez Tata Colette. À chaque fois qu'on allait chez Tata, on faisait des trucs créatifs, etc. Et chez Tata Nelly, je me souviens à Vitel, comme Mamie Georgette, du tricot. Ça ne s'arrêtait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mamie Yvette aussi, elle faisait ça, les patrons, les machins, les trucs. Exact. Et Tata Germaine, c'était comment ça s'appelle le petit point. Le point. Je me souviens aussi de très beaux J'en tableaux. ai beaucoup des tableaux en petits points de Tata Germaine. Moi, j'en ai plein aussi de Mamie Yvette aussi, elle faisait. Il y en a plein chez elle. Et de maman. Maman aussi, elle en a fait des magnifiques. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de se souvenir que oui, en fait, avant, la femme vertueuse, d'accord, elle était, entre guillemets, à l'ouvrage. Mais ce qui est de très intéressant là-dedans, dans ce pasouk-là, on se souvient que c'est un poème, entre guillemets, qui a été une ode à la femme vertueuse. Et vous vous souvenez, au tout départ de nos cours, quand on a commencé, on dit c'est pas seulement vertueuse, c'est valeureuse, mais d'accord, parce que c'est Khaïl, c'est comme Khayal, comme les soldats qu'on a célébrés il y a 3 jours d'ailleurs. C'est une femme valeureuse, c'est une femme courageuse. Et aussi, son courage, on disait, elle est comparée. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur du courage, la briote, avoir du courage, c'est aussi être vulnérable. D'accord? Parce qu'en fait, pour avoir du courage, il faut être aussi vulnérable. Donc, c'est à la fois cette force et à la fois cette vulnérabilité. C'est ça la trahie. D'accord? Et là, ce qu'on vient voir, c'est qu'elle cherche de la laine et du lin. Alors d'abord, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle cherche de la laine et du lin? Parce que si on se souvient bien, au tout départ de notre poème, on va dire, du Eshet Raïl, on se souvient qu'il y a un partnership qui existe entre l'homme et la femme. Ok? On se souvient que le Midrash, il nous ramenait à Abraham et Sarah. Et on disait, ils travaillent ensemble. À partir de ce moment-là, j'ai envie de me souvenir des temps anciens, d'accord? Pas à l'époque où, pas après Simone de Beauvoir, mais avant Simone de Beauvoir, d'accord? On se disait quoi? L'homme ramène la laine et le lin à la maison et la femme, à la limite, elle va le tricoter. Ça aurait été injuste à part des choses. Allez, tu as l'énergie. Aidez-moi, je vais chercher un Kleenex. Et en réalité, là, il nous dit, elle va chercher Darsha, vraiment, elle va aller le chercher. Quand est-ce qu'il y a des hébraïsantes parmi vous? Comment est-ce qu'on dit un serveur ou quelqu'un qui attend en hébreu? C'est pas Doresh? Non, c'est quelque chose un emploi. Mais Doresh, c'est exiger. Exiger, d'accord. Exige, c'est-à-dire qu'elle va aller le chercher, d'accord? Et elle va aller le prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient nous apprendre un truc essentiel. C'est que même si, a priori, on aurait pu penser que c'était au mari d'aller ramener la laine et le lin, d'accord? Eh bien, même si jamais il ne l'a pas ramené, elle ne va pas être dans une situation de victime, la Eshet Raïl. Elle ne va pas aller dire gwench, comme on dit en yiddish, quoi? Allez, tu ne m'as pas ramené la laine et le lin, maintenant je ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mes mains si jamais tu ne m'as pas ramené la laine et le lin? Elle ne va pas se plaindre, elle ne va pas faire sa victime. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu as le choix. En psychologie, il y a 2 états face à une situation. Soit tu es victime, soit tu es créateur. D'accord? Soit tu te plains, soit tu prends les choses en main. Et là, je trouve que ça ressemble énormément aux femmes à Boulker. Elles ne sont pas victimes, elles prennent les choses en main. C'est très bien. Tu n'as pas ramené la laine et le lin, je ne vais même pas te faire le reproche. Je m'en fiche. Si j'ai besoin de laine et de lin, d'argent, j'exige, je vais aller I'm going to reclaim it en anglais on dit. Je vais aller le chercher moi-même. C'est pas grave. Et ce n'est pas parce que je viens prendre ta place. Je ne viens pas prendre ta place. Je ne viens pas
te manger ton espace et faire que j'ai pas besoin de toi, mon mari, d'accord? Mais je vais dire, ça sert à rien que je te fasse le reproche. Ça va te faire toi te sentir mal et moi, ça va m'immobiliser dans une situation de victime. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller le prendre, d'accord? Je vais aller le chercher. OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma responsabilité à moi, c'est quoi? C'est de m'occuper de cette famille. C'est de faire en sorte que, voilà, avec le lin, je vais faire des nappes, je vais faire des tissus, peut-être je vais les vendre, peut-être je vais juste habiller mes enfants avec, peut-être. Je m'en fiche de la raison pour laquelle ce lin et cette laine n'allaient pas arriver. D'accord? Je ne vais pas aller te culpabiliser. Je vais juste aller la chercher. Pourquoi? Parce que mon objectif et ma responsabilité à moi, elle est de. Et du coup, au lieu de me plaindre, je vais aller être moi-même créateur de ma réalité. Je vais aller faire en sorte, que oui, je puisse aller obtenir ce dont j'ai besoin pour faire ce qui est en ma responsabilité, ce qui est mon job, entre guillemets. D'accord? Non pas que son job soit seulement de tisser. Là, on parle de tissage, mais en réalité, ce tissage, c'était l'occupation à l'époque. En revanche, ce qui est très intéressant, qu'est-ce qu'on fait pour tisser un tissu à l'époque? Qu'est-ce qu'on fait? On a des machines à tisser. Et si vous avez déjà vu les machines à tisser, excusez-moi, pardon, j'ai la prof d'un des enfants qui appelle. Si vous avez déjà vu des machines à tisser, à l'école, à la yeshiva, ils apprennent, quand ils apprennent les mélachot de Shabbat, et les lois, les travaux qu'on ne peut pas faire à Shabbat, d'accord? Alors, ils apprennent le fait de tisser avec un vrai métier à tisser. Ils leur font, pour chaque métier, ils leur font la démonstration de ce que c'est vraiment. Et donc, la dernière fois, un de mes garçons est rentré avec un métier à tisser. Et ça m'a rappelé comment c'était. Et comment est-ce que la femme, c'est sa responsabilité de tisser? C'est-à-dire, c'est quoi tisser? C'est prendre des fils qui, a priori, sont de différentes couleurs, sont de différentes origines, d'accord? Elles viennent de bobines totalement différentes. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les lier les uns aux autres. Elle va les serrer l'un contre l'autre. Et elle va en faire quelque chose d'homogène. Notre rôle de femme au sein de notre foyer, c'est de faire que on prenne des bobines différentes. On a parmi nos enfants ou parmi les gens de notre famille, des gens qui ont tel type de personnalité, tel autre, tel autre, tel autre. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le lien et on va unir, on va harmoniser tout ça dans un seul et même tissu. Notre but, notre objectif au sein de la maison, c'est quoi? C'est d'être celle qui va réussir à créer le tissu familial. Et je veux juste faire un lien 5 minutes avec Mémé Aboulkar. Parce que si on a une qui a réussi à tisser un tissu tellement fort et tellement beau qu'il est encore présent parmi nous, aujourd'hui, à l'autre bout du monde, on est encore là, 3 générations ou 4 générations après, et on est là grâce à ce tissu qu'elle a fait. Elle a su prendre les fils de chacun, les spécificités de chacun, et les unir les uns aux autres dans un lien qu'on ne peut pas défaire. Il n'y a rien qui le défait, ce lien. Esther, si je peux intervenir, Marie-Hélène, tu vas me dire si je me trompe, mais je crois que c'est dans pas très longtemps, c'est l'année pour Tata Nelly. Oui, ce sera le 4 juin chez moi. Ouais. Mais je ne l'ai pas encore mis, je voulais le mettre sur Family News, mais je pensais que c'était trop tôt. Non, oui, tu as raison, en même temps, tu verras. Mais vraiment, quand Esther parle de tissage et de Shalom Bayit, finalement, parce que c'est ça que ça veut dire, on assure qu'il y a l'unité, il y a la paix dans la famille. Moi, immédiatement, je pense à Tata Nelly, immédiatement, qui a été vraiment toute sa vie sans doute, mais sûrement ces dernières années, elle était au centre de tout le monde, quoi, finalement. Et bien sûr, ses enfants, petits-enfants, mais je veux dire, même nous, les neveux et nièces, elle accueillait tout le monde et en plus, elle a fait le récit du passé. Donc, elle nous a raconté beaucoup de choses du passé et ça aide aussi au tissage, je crois. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu penses, Marie-Hélène?
Eh ben, moi, je pense que je ne vais pas te dire le contraire, hein. Moi, j'ai vu avec maman, de toute façon, si par hasard on se disputait entre nous, les enfants, elle disait, ah, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton cousin, c'est ta famille. Donc, tu ne te fâches jamais. Voilà, Ouais, c'est tout. c'est Elle dit, clair, quand c'est la famille, on ne se fâche jamais. On c'est trouve clair. toujours, il y a toujours plusieurs vérités. Il faut prendre la vérité de chacun et puis se débrouiller pour toujours être. Voilà, la famille, c'est sacré. Voilà. Elle a toujours dit ça, maman, toujours. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est pour ça, ça résonne, tes paroles, Esther, ça résonne, quoi. C'est concret. Ouais, ouais. On voit des personnalités derrière, quoi. C'est très joli, très joli. Ouais. Franchement, c'est vrai que je me souviens de Tata, de Mamie, voilà, de ta grand-mère aussi, Alex. Et je suis sûre chez toi également, Elisa, tu dois avoir des modèles féminins comme ça. Des modèles féminins qui ont su, voilà, nous rapprocher, nous sceller l'un avec l'autre. Voilà. Faire qu'on se sente faire partie d'une seule et même unité. Et je Moi, trouve je trouve que Marie-Hélène, elle remplit très bien ce rôle. Et je lui dis à chaque fois, Marie-Hélène, c'est la douceur. Mais c'est vrai, c'est la Oh là douceur. là. Et elle fait des tables, de 20, de 30, de 40 personnes. Elle est toujours dans la douceur et c'est Mais toujours ça, un c'est plaisir. maman qui m'expliquait tout ça. Mais C'est pas j'adore. difficile. C'est pas À chaque fois, difficile. je le dis et à chaque fois, ça m'impressionne, moi. Super. C'est un bel exemple. ouais, J'ai plus de batterie là. Voilà, je suis allée me brancher là. Ok. Ok. Donc, ouais, c'est cette attitude, cette force en fait de la femme qui est donc d'aller, quoi qu'il en soit, peu importe si le mari arrive à jouer son rôle ou pas, peu importe si les enfants arrivent à jouer leur rôle ou pas, la femme, elle est celle qui va aller jusqu'à chercher même comment aller défiler les nœuds, parce que pareil, quand on dit elle va chercher le lin et la laine, et ses mains, attends, comment est-ce qu'il dit? Et accomplit sa besogne d'une main diligente. C'est-à-dire que on imagine la main qui est en train de défaire les nœuds, comme tu l'as dit, pour le shalom, pour la complétude, pour l'unité. D'accord? On imagine, voilà, pour tisser la laine, bah, il fallait sûrement défaire des nœuds. D'accord? Donc, aller chercher tel enfant et tel enfant qui se sont fâchés, tel cousin et tel qui se sont fâchés, et aller trouver le moyen de faire que, allez, on raffine tout ça, on dénoue tout ça, et Tout à fait. on retisse ensemble quelque chose de fort. Donc, ouais, ça, on voit à quel point vraiment c'est quelque chose de magnifique. Et le Midrash, ah oui, très important. Aussi, on voit la prise d'initiative. Parce que elle demande rien à personne. Elle ne va pas voir son mari et lui dire, au fait, la laine, le lin, il est là, il n'est pas là, quand est-ce que tu vas me l'amener? Elle prend l'initiative directement de ne pas rentrer dans une dispute, là, et d'aller elle-même le faire. D'accord? La prise d'initiative aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez la Eshet Rahil, chez la femme, on va dire cette femme idéale, entre guillemets, mais en tout cas, ce modèle, ce qu'on n'aime pas. On n'a pas envie d'avoir des idéaux vers lesquels on ne peut jamais tendre, mais on a envie d'avoir des modèles qui nous donnent envie d'aller prendre d'elle et nous motivent à nous raffiner, à s'améliorer encore plus. Et donc, il nous dit le Midrash, parce que vous vous souvenez qu'on a un Midrash qui vient en fait témoigner de chaque verset et qui met un visage juif d'une femme juive sur chaque verset. Et là, il nous dit, le visage de ce verset, c'est qui? Elle cherche de la laine et du lin, c'est Léa, notre matriarche qui accueillit Yaakov avec un visage avenant, comme il est écrit, Yaakov vint du champ le soir, Léa sortit à sa rencontre, je vais vous expliquer tout ça, et lui dit, vers moi tu viendras, car j'ai payé pour toi. On dit, hein, c'est Léa qui lui dit, vers moi tu viendras, parce que j'ai payé pour toi. Juste, c'est très moderne quand même comme truc. De ce fait, elle méritera de donner naissance à une lignée de rois et de prophètes. OK. Alors, juste, on va replacer un petit peu qui était Léa. D'accord? Vous connaissez, vous êtes à l'aise avec le personnage de Léa? Ou Moi, oui. Après. Je resitue un petit peu? Ouais? OK. Récapitule Léa, je ne me souviens pas. Alors, Léa, c'est la sœur de Rachel. Okay? Ouais. C'est la fille de Lavan. Lavan, c'était le frère de Rivka, d'accord? Et Rivka, donc c'était la belle-fille de Sarah, d'accord? Ça y est, je suis employée. Tu l'as perdu. Ah, Tu mais l'as Sarah. perdu. En Ok. fait, c'est Sarah,
Il y a Rachel et Léa. Ok. Abraham et Sarah. Donc, Abraham et Sarah sont là, d'accord? Abraham et Sarah donnent naissance à Yitzhak. Lorsque Sarah meurt, Yitzhak va devoir se marier, va se marier, ok? Et donc, quelqu'un va partir à la recherche de la femme d'Yitzhak. Et ça va être Rivka. Sarah. Non, Yitzhak, c'est Sarah. Non, c'est Rivka. Abraham, c'est Sarah. Exactement. Ok. Oups, t'as raison. Donc, Ouais. Rivka. Mais comme il a le complexe d'Oedipe, tu as raison aussi. Rivka va être qui est donc la femme de Yitzhak, d'accord? Donc, on a Abraham et Sarah, Rivka et Yitzhak. Ils vont donner naissance à 2 jumeaux qui sont Esaü et Yaakov. OK? Ils vont épouser Rachel au lieu de Léa et tout ça. Là, voilà. Alors, Yaakov était entre guillemets le représentant du gentil garçon, etc., du bon garçon, et Esaü, qui avait un potentiel pour être une bonne personne, il a en revanche un comportement très violent, très brutal, très agressif. Il est appelé méchant dans la Torah. Oui, même s'il a mis, il a failli mettre, il y a une paracha sur ça où il est avec son frère et qu'il l'emmène dans le mauvais chemin, il lui fait faire plein de choses pas bien. Ok, il risque de lui faire des choses pas bien, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la vente du droit d'aînesse qui a lieu entre Yaakov et Esaü. Ok, Yaakov va prendre la bracha de son père Yitzhak et Esaü apparaît. Il se rend compte du superfuge qu'il ne s'était pas rendu compte qu'en vendant son droit d'aînesse pour manger un petit truc, il a vendu en même temps sa Bérora, son droit d'aînesse. Et du coup, Yaakov est envoyé chez le frère de Rivka, donc Lavan, pour aller se marier et surtout échapper à son frère. D'accord? Il arrive en terre de Haran, donc là où se trouvaient son oncle et ses cousines, etc. Et il rencontre une femme incroyable, Rachel. Elle arrive au puits comme ça, elle est très belle, et quand il la voit, il tombe amoureux d'elle. Il a une prophétie à ce moment-là, il se rend compte que c'est sa femme, que à travers elle, il va pouvoir avoir les 12 tribus d'Israël. On va voir comment après. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne vont pas être enterrés ensemble. Et ça lui fait tellement de peine qu'ils ne vont pas être enterrés ensemble, qu'il le voit à ce moment-là par prophétie, qu'il pleure. Il pleure et il embrasse Rachel. Ce qui est fou qu'il embrasse Rachel à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. Il va voir Lavan, le père de Rachel, et il lui dit, je vais épouser ta fille. Je suis ton neveu, le fils de ta sœur. Je vais épouser ta fille Rachel, je l'aime, etc. Il lui dit, pas de problème. Maintenant, il faut savoir que Lavan, c'était un roublard, c'est pas possible. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Allez, viens, tu vas travailler pour moi pendant 7 ans, ok? Et ensuite, je te donne ma fille Rachel, il n'y a pas de problème. Alors, pendant 7 ans, il travaille pour son oncle, pour son futur beau-père, Lavan. Il va s'occuper des bêtes là-bas, d'accord? Alors que c'était un intellectuel, Yaakov, il va se mettre à travailler la terre, à s'occuper du troupeau, merci beaucoup, des troupeaux, ok? Pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, Rachel, elle pense, un jour je vais marier avec Yaakov, un jour, la. Disney. Et Disney, sauf que Disney, ça se termine bien. Et chez nous, ça ne se termine pas toujours très bien. Alors, il va voir au bout de 7 ans, il va voir Lavan et lui dit, Lavan, ça y est, tu m'as dit, je travaille 7 ans pour toi, je marie ta fille, ça y est, j'ai travaillé 7 ans. Il dit, et alors, il n'y a pas de problème, tu as marié ma fille. Sauf que qu'est-ce qu'il fait? Il va marier quelqu'un d'autre. Il va marier sa première fille qui s'appelle Léa. Maintenant, Léa, quand on la voit apparaître, c'est elle aussi au moment du puits, quand il rencontre Rachel, mais il ne la regarde même pas. Pourquoi? Parce que Léa, à l'époque, la Torah nous l'a décrit, donc Léa et Rachel, c'était des jumelles. Elles se ressemblaient identiquement. Sauf qu'il y avait une chose qui les différenciait, c'est que Léa, elle avait les yeux tristes, nous dit la Torah. Elle avait les yeux tristes, pourquoi? Parce que depuis qu'elle était petite, elle pleurait parce qu'elle savait par prophétie qu'elle était promise
à l'autre jumeau de Yaakov qui est Esav. Et Esav, c'était un rachat, un méchant. Elle dit, pourquoi moi qui suis une bonne fille, je suis une bonne fille, pourquoi je vais me marier avec ce rachat? Pourquoi je vais me marier avec ce méchant? Un type agressif, qui tuait par plaisir, qui violait, qui ci, qui ça. Pourquoi moi je vais devoir me mettre avec ce type-là? Et du coup, elle pleure, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie, et elle demande à Akadosh Baruch Hu, à Hachem, s'il te plaît, mon Dieu, regarde mes pleurs, tu ne peux pas me laisser me marier avec ce type-là, trouve-moi une autre solution. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lui trouve une autre solution à travers le roublard de Lavan, qui va dire, tu veux te marier avec ma fille? Allez, il n'y a pas de problème, je t'organise un mariage, coco. D'accord? Il invite toute la clique, tout le monde, etc. Et Rachel, qui voit son père trop content pour que ce soit vrai, elle connaît bien son père, elle va voir Yaakov, elle lui dit, Yaakov, je crois que mon père, il est en train de faire un truc pas très cachère. Alors, pas très cachère, je pense qu'il est en train de nous faire un tour. Il faudrait qu'on s'assure, toi et moi, qu'on ait un mot de passe ou un truc comme ça, un truc qui va permettre qu'on est sûr que c'est toi et moi le soir du mariage. Alors, il dit, tu sais quoi, quand tu vas te retrouver dans la tente le soir avec moi, c'est simple, tu vas me dire telle chose et telle chose. Et il lui donne un code comme ça. Le Midrash, il nous dit, il lui donne les lois de Taharat Hamishpacha, les lois de pureté familiale. D'accord? Et donc, comme ça, il ne peut pas nous rouler dans la farine. Sauf que Rachel, elle s'apprête à mettre cette robe qu'elle a tissée pendant ces années, c'est longue cette année, et se prépare pour être mariée, sauf qu'elle entend « Léa, t'es prête, chérie? Alors, fais voir comment elle te va, la robe. » Et elle se rend compte que son père, il a invité tout le village et tous les environs et qu'il a annoncé que c'était le mariage de Léa avec Yaakov. Et du coup, elle a une rasera qui la prend. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire que ma sœur, elle va se retrouver honteuse devant tout le monde ce soir? C'est la honte. Et on sait que dans la Torah, on nous explique que quand on humilie quelqu'un, c'est comme si on le tuait. Ou alors, est-ce que je me tais? Et tant pis, on trouvera bien une solution après. Et elle décide de se taire. La force de Rachel Imeno, incroyable. Elle se tait, elle ne dit rien et elle voit sa sœur mettre le voile, avancer dans l'allée. Et tout le monde qui dit « Hiléa !» Et on dit que les you-you, quand on accompagne une mariée, ça veut dire donc c'est Léa. En fait, quand on fait les you-you, c'est pareil, c'est pour dire que ça vient de ce moment-là. Hiléa, c'est Léa. Mais Yaakov, il n'entend pas, il y a trop de brouhaha. Il dit, c'est quoi ces you-you? Il y a des Marocaines ici. Et il se marie avec Léa, qui était identique à sa femme. Donc, il ne se rend pas compte vraiment sur le coup. Et pardon, j'ai oublié un truc très important. Avant qu'elle rentre, avant que sa sœur ne parte comme ça dans l'allée, elle lui dit, Léa, viens, il faut que je t'embrasse. Et là, elle fait un truc incroyable de Messirut Nefesh. Elle lui donne le code. Elle lui donne le code. Elle lui dit, tu sais que Yaakov, c'est un Yehudi, c'est un Hébreu, c'est un Ivri. C'est un Hébreu. Ben, les Hébreux, quand ils se marient, ils ont des codes avant le mariage. Il faudra que tu lui dises que tu connais ces codes. Et voilà les codes. Et elle lui dit les lois de Taharat Hamishpacha. Et donc, Léa part, ils se marient. Et là, ils rentrent dans la chambre, ils s'unissent parce qu'elle lui dit voici les codes. Le lendemain matin, Yaakov réalise le superfuge. Là-bas, tu maries, c'est quoi cette histoire? Je t'avais demandé de te marier avec ta fille, Rachel. Et alors, ça va? Oui, non, mais t'énerve pas comme ça. Travaille 7 ans encore pour moi et tu auras la Rachel. Et là, il dit, ok, je travaillerai 7 ans pour toi, mais je me marie aujourd'hui avec Rachel. Et donc, il se marie avec Rachel et il se retrouve avec 2 femmes. C'était possible à l'époque. C'est interdit dans la Torah de marier 2 sœurs. Mais là, dans le cas précis, c'est fait. D'accord? Mais ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Alors, il se marie donc avec ses 2 sœurs. Et on imagine la rivalité. Mais dans la tête de Léa, Rachel, elle est quand même culottée. Elle s'est mariée avec mon mari. Non, mais c'est moi qui me suis mariée avec lui. J'ai prié pour l'obtenir, ce mari. Elle est quand même pas culottée, celle-là.
Et puis, le problème, c'est que Yaakov, il a Dieu que pour Rachel. À l'époque, il y avait des tentes dans lesquelles on s'unissait à son épouse, d'accord? Il était tous les soirs dans la tente de Rachel. Sauf que Rachel ne tombait pas enceinte. Et quand il allait dans la chambre de Léa, puisqu'il y a une obligation de satisfaire sexuellement, intimement sa femme, donc il devait aller également satisfaire Léa, eh bien, Léa, bam, un premier enfant. Comment est-ce qu'elle l'appelle? Réhouven. Pourquoi? Parce que Hachem a vu ma souffrance de ne pas être aimée par mon mari qui préfère ma sœur. Et il m'a envoyé un enfant. Pourquoi? Parce que grâce à cet enfant, Yaakov va être à côté de moi. Parce qu'il va être avec son fils. Deuxième enfant, paf, Rachel toujours pas d'enfant. Paf, Léa, deuxième enfant. Shimon, il a écouté mon appel. Troisième enfant, paf, Yehuda. Pourquoi? Lévi, pourquoi? C'est mon cœur, merci. Pourquoi? Parce qu'avec 2 enfants, j'ai les 2 mains prises. Si je veux faire quoi que ce soit avec lui, Yaakov, chérie, il y a le 3e, tu peux le prendre, allez, viens avec moi. Donc forcément, Yaakov, il vient davantage vers elle. Et 4e enfant, là, elle se dit, aïe, 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 aïe. C'est une prophétesse, Léa. Et c'est une sadéquette, Léa. Elle n'est pas du tout au courant du sacrifice qu'a fait sa sœur. Elle se dit, attends, je suis au courant d'un truc. Il y a 12 tribus d'Israël, 12 tribus de Yaakov. Yaakov, il doit avoir 12 enfants. Si moi, je suis enceinte du 4e, ça veut dire que ma sœur, la pauvre, et que les autres, pardon, parce qu'entre-temps, il y a aussi eu les servantes Zilpa et Bila qui ont elles aussi eu des garçons. Donc elle se dit, je ne peux pas faire la chouma à ma sœur, Rachel. Elle aussi, elle fait attention à ne pas humilier sa sœur, qu'elle ait moins d'enfants que les servantes. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Kadosh Baruch Hu, celui-là, avec ce dernier enfant, je te remercie. Remercie de m'avoir permis d'être d'abord celle qui a donné le plus d'enfants à Israël, Yaakov qu'on appellera Israël, et ensuite, vas-y, tu peux donner maintenant des enfants à ma sœur, d'accord? Et donc, elle l'appelle Yehuda. Ensuite, donc, il y a les autres enfants des servantes qui vont naître, et d'ailleurs, Léa va aider à les nommer, etc. Toujours pour la joie, il y en a un qui s'appelle Gad, l'autre Asher, etc., etc. Et puis, un jour, alors les enfants de servantes, c'est les enfants de Yaakov aussi? Oui, exactement. Ah, d'accord, ok. Comme des mères porteuses, un petit peu, si tu veux. D'accord, ok. Alors, un jour, elles sont assises justement en train de, on imagine, de tisser, puisque c'était une des occupations à l'époque. D'accord? Elles sont assises en train de tisser. Et là, il y a Réhouven, le fils aîné de Léa, qui arrive et qui dit, maman, tu sais, alors que j'étais en train de balader le troupeau, j'ai trouvé des doudaïm. C'est quoi les doudaïm? C'est des fleurs à travers lesquelles on faisait une décoction, une concoction, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bref, des plantes. Décoction, une tisane, une tisane. Et quand celui qui buvait cette tisane, ça lui permettait d'être plus fertile. Il lui dit parce que comme ça, tu peux donner encore plein d'enfants, tu peux agrandir encore plus le Am Israël, entre guillemets, la nation d'Israël, de Yaakov. Et là, il y a Rachel qui dit « Oh là là, des doudaïm, mais est-ce que tu peux m'en donner aussi ?» Et Léa, elle va faire un truc incroyable parce qu'on sait que nous, on voit le grand tableau et on se dit « Attends, c'est super, Rachel va peut-être pouvoir avoir des doudaïm et enfin tomber enceinte. » Mais en réalité, Léa, elle voit que sa sœur, elle ne sait pas que sa sœur, elle a fait un grand sacrifice. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, mais ça ne te suffit pas de m'avoir piqué mon mari, parce qu'elle se mariée après elle, qu'en plus, tu veux me voler mes doudaïm. Et là, Rachel, autre opportunité, lui dire, dis donc, ma cocotte, ça ne suffit pas un petit peu cette histoire? Tu sais qui est-ce qui devait se marier avec Yaakov avant toi? Non, elle se tait encore une fois. Incroyable. Et elle lui dit, écoute, je comprends que tu souffres parce que Yaakov, il aime être dans ma tente, sous ma tente, qu'il aime être avec moi intimement. Tu sais quoi? Si tu me donnes des doudaïm, je te donne ma nuit ce soir. Et alors Léa, là, les yeux qui s'écarquillent d'un seul coup. Et elle dit, oh, ok, tiens, les doudaïm. Et moi,
je vais aller reconquérir mon mari. Et là, pourquoi est-ce qu'on nous dit que Darshat Semer ou Fishtim, elle cherche de la laine et du lin, pardon, c'est Léa. C'est Léa au moment où justement, elle va trouver, encore une fois, elle va prendre l'initiative d'aller acheter cette nuit avec son mari, cette nuit d'amour avec son mari, grâce au doudaïm. Elle ne va pas faire la mskina en disant ah, il ne m'aime pas, il m'aime moins que ma sœur. Non, j'ai l'opportunité de passer une nuit avec lui, allez hop, j'y vais. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Non seulement ça, mais c'était une fille très tsanoua, c'était une fille très pudique, très intérieure, elle n'était pas très extravertie, d'accord? Elle était timide, pas extravertie. Et là, on nous dit, elle va vers Yaakov qui rentre du champ pour l'accueillir et lui dire, avant même qu'il aille dans la chambre, dans la tente de Léa, ce soir, tu passes la nuit avec moi, chérie. What? Et là, Yaakov, il n'en revient pas. Ok, d'accord. Et de cette union va naître Yissachar. Yesh Sachar. Il y a un salaire, il y a un reward, il y a une récompense. Tu as été celle qui a initié cette union. Et tu as eu cette récompense d'avoir Yissachar qui est celui des 12 tribus qui est le plus attaché à la Torah, le plus élevé dans l'étude de la Torah. Incroyable. D'accord? Et ça vient nous apprendre quoi? Quelque chose de très important dans notre mariage. Dans le mariage, il y a une obligation que l'homme a qui s'appelle la mitzvat ona. La mitzvat ona, c'est quoi? C'est l'intimité. Il a une obligation, le mari, de satisfaire sa femme intimement, d'être avec elle, de la réjouir, d'accord? Comme sous la roupa. Et à la roupa, quand on parle des réjouissances, on parle de réjouissances sexuelles, on va dire, d'accord? Aussi, c'est très important. Et c'est une mitzvah. Et ce n'est pas la même mitzvah que pour Urvu, qui est celle de se croître et de multiplier. C'est la mitzvah d'être ensemble, de s'unir. Elle dit, même quand ton mari, il ne veut pas, il est obligé de dire oui. C'est ça? Même quand le mari, il n'amène pas la laine, c'est à toi de prendre l'initiative. Et c'est pour ça que ça s'appelle mitzvat ona. Pourquoi ça vient de la hanot, qui est la réponse? C'est sa réponse. C'est sa réponse au fait de quoi? Que s'il n'y a pas d'unité intime, que si on n'est pas les bassar echad, d'une seule chair, quand on ne s'unit pas d'une seule chair, alors qu'est-ce qui se passe? Les neshamot, même si elles ont été unies sous la roupa, elles s'éloignent. La femme aussi, elle doit être encourageante pour faire en sorte qu'il y ait un rapprochement même physique, de déclencher, d'aller chercher la laine et le lin, d'aller chercher à tisser ce lien qui va unir le couple à travers cette mitzvah. Voilà. C'est ce qui fait partie de la pureté familiale, n'est-ce pas? C'est le but. En fait, la pureté familiale est là pour permettre que cette mitzvah-là soit respectée. Hélène, tu es mutée. Tu es silencieuse, pardon. Excuse-moi. J'ai une question sur la laine et le lin. L'interdiction, le chatnez, l'interdiction, c'est pas justement avec la laine et le lin? C'est très intéressant, justement. Ouais. Alors, pourquoi l'interdiction de mélanger deux fibres, une espèce animale et une espèce végétale, dans un vêtement? Le vêtement ne peut pas être porté justement s'il est fabriqué comme ça. Donc, alors là, c'est pas qu'elle ne va pas faire l'interdit. On ne nous dit pas qu'elle va chercher ce dont elle a besoin, mais on ne dit pas qu'elle tisse avec la laine et le lin ensemble. Mais elle va chercher des choses tellement différentes, en fait. C'est pour nous dire que ce soit de la laine, que ce soit du lin. Pourquoi? Parce que la laine, ça représente ce qui est chaleureux, ce qui est chaud. Le lin, c'est quand on a trop chaud et qu'on doit aller chercher tes t-shirts de Zara parce qu'il fait trop shrana à Lisbonne. D'accord? C'est-à-dire qu'en plus, elle est capable de savoir à qui elle doit apporter de la chaleur, à qui elle doit lâcher un petit peu. C'est que quand elle va tisser ses liens, elle doit savoir, est-ce que là, il faut que je mette de la laine ou là, il faudrait que je mette du lin. Elle sait régler. C'est la différence entre un thermomètre et un thermostat. Le thermomètre,
c'est celui où tu appuies dessus et ça exécute. Le thermostat, c'est quand il fait trop chaud, elle se calme. Quand il fait trop froid, elle rehausse la chaleur. Nous, on est des thermostats dans notre foyer. On doit savoir qu'est-ce que je vais utiliser, la laine ou du lin. Il faut que j'ai les deux. J'ai les deux en moi, ces deux qualités, d'aller analyser qu'est-ce qu'il a besoin, cet enfant, pour revenir se tisser à l'intérieur de sa famille. À l'adolescence, par exemple, quand on a l'enfant qui veut un petit peu s'éloigner, qui veut montrer son indépendance, son autonomie, sa capacité de réagir seul, est-ce qu'il faut qu'à ce moment-là, je devrais peut-être lui laisser un peu d'espace? Ou est-ce qu'à ce moment-là, au contraire, il faut que je lui montre beaucoup plus d'affection? De quoi il a besoin? De laine ou de lin? Mais pas les deux à la fois, parce que ça, c'est chahetnez, en effet. Je ne comprends pas, c'est interdit de mélanger. Je ne connais pas cet interdit. C'est un froc, c'est-à-dire que c'est une loi dont on n'a pas besoin d'expliquer. Ok, comme le fait de ne pas manger du porc et tout ça. Ok. Exact. Même si certains scientifiques vont te dire certaines choses à propos du Oui, mélange. je sais. Oui, je sais ce que c'est qu'un froc. C'est un roc, c'est-à-dire qu'on ne va pas... Ça, je sais. Ok. Non, je ne connaissais pas, c'est pour ça que je... Alors, on peut se poser des questions. C'est toujours intéressant de se dire, alors, comment est-ce que je peux appliquer cette leçon de Léa dans ma vie à moi? Qu'est-ce que je fais déjà? Comment est-ce que je peux améliorer ce tissage de liens, entre guillemets? Comment est-ce que je peux savoir quand utiliser de la laine, quand utiliser du lin? Comment est-ce que je peux, si je suis mariée, améliorer ma relation intime ou tout simplement ne pas me satisfaire de me plaindre dans une situation où mon mari ne va pas faire ci ou pas faire ça. Et alors ici, je le faisais moi, parce que finalement, c'est ma responsabilité à moi et c'est ce que je veux. Voilà, c'est des petites pistes de réflexion sympas. Très joli. J'aime bien tes cours parce que c'est toujours développement personnel, quoi. C'est l'axe que tu retiens. C'est ça qui est bien dans un cours, c'est justement ça. Ça aide au développement personnel, c'est hyper important. Enfin, je pense. D'accord. Moi aussi, je pense que entre guillemets, Hachem, il nous met dans ce monde pour nous raffiner. C'est une des explications de la raison pour laquelle on est dans ce monde. On vient comme un diamant brut et on doit aller révéler la brillance de notre diamant à travers un raffinement personnel. Alors, je me dis, du coup, la Torah, elle est là pour nous enseigner comment est-ce qu'on peut se parfaire, se travailler en gros. Et du coup, j'aime bien prendre ça. Ouais. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Anouk. Merci. Merci, Anouk. C'était très, très, très bien. On n'a pas tout le temps passé. Oui, pas du tout. Super intéressant. Ouais. Et Marie-Hélène, si tu veux voir avec tes enfants, avec tes neveux et nièces, s'ils veulent faire une présentation de Tata Nelly pour ça, au mois de juin, là, pour le 4 juin peut-être. S'ils veulent faire quoi? Présenter Tata Nelly, justement. Une soirée commémorative, comme on avait fait pour Annie. Oui, je pense que Laurine, elle est très bonne pour ça. On va demander d'autres. Et alors, tes cheveux, là, tu les as pas séchés? Pas encore, j'attendais la fin du cours, sinon j'entendais rien avec le séchoir. Elle était très belle, les cheveux bouclés aussi. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Des bonnes choses à la semaine prochaine, si Dieu veut. À la semaine prochaine, si Dieu veut. À la semaine prochaine.